Journal de bord du capitaine Atreides. Jour 324. Pensée. L'espace. Ce vide infini mystérieux de l'inconnu. À la fois si immense et si infime. Merci au drift, cette dimension parallèle qui permit de tordre le temps et l'espace, réduisant à une simple route. Et pourtant, l'espace est un environnement bien plus versatile qu'on pourrait le croire, où bien des choses peuvent arriver. Et comme chaque excursion est une histoire, le plus important, ce n'est pas la fin, mais bien le voyage. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Radio Absalom, dédié au voyage stellaire. Et une fois encore, je suis en compagnie de Chacha. Comment vas-tu, Chacha ? Bah oui, une fois encore, un peu tardivement en plus à cause de moi, parce qu'on avait fait longtemps qu'on s'est pas parlé, pour parler de Starfinder. Oui, effectivement, alors pas qu'à cause de toi, hein. Moi j'ai été pas mal occupé aussi, pas mal de bouleversements perso, donc bon. Voilà, enfin on peut se réunir, voilà, rassurez-vous chers auditeurs, l'aventure n'est pas terminée du tout. On a encore quelques bouleversements cosmiques. Et on vous a concocté un épisode sur les voyages stellaires, et je l'annonce d'ores et déjà, le prochain épisode après celui-ci sera sur les combats spatiaux. Eh oui. Voilà, puisque c'est deux parties qui sont plus ou moins indissociables, et on se voyait difficilement vous faire des explications sur le combat spatial avant que vous ayez complètement saisi ce que ça veut dire gérer un vaisseau et gérer une aventure spatiale dans Starfinder. Donc bah voilà, on espère que tout ça va vous plaire. J'ignore si tu as des petites choses à ajouter avant qu'on lance le générique et qu'on démarre. Non, on va enfin s'atteler à un des énormes sujets de Starfinder, donc j'ai hâte qu'on en parle. Oui, c'est vrai que c'est un sujet qu'on a encore un peu évité jusque-là, parce que c'est un gros morceau, mais il est très riche et très très cool à faire, donc ouais, on espère que ça va vous plaire. D'ailleurs, tu remarqueras qu'on met à distance le combat spatial parce que justement, c'est un truc qui fait un peu débat chez les joueurs de Starfinder. En effet, on va vous expliquer tout ça, mais avant ça, je vais vous laisser allumer vos communicateurs pour intercepter les ondes de Radio Absalom. Bienvenue donc dans cet épisode dédié au voyage spécial dans Starfinder. Et pour introduire un peu les choses, en gros, je tiens à prévenir nos auditeurs qui n'auraient pas encore lu les livres et parcouru ces parties-là, que s'attaquer au voyage spatial, c'est s'attaquer à un jeu dans le jeu. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez réaliser que jouer des vaisseaux dans Starfinder va entraîner pas mal de nouvelles règles, pas mal de nouveaux systèmes qui sont propres uniquement au voyage spatial et qui sont plutôt chouettes à faire, hein, moi je trouve personnellement, mais ça peut être très intimidant pour vos joueurs et joueuses. Et c'est peut-être à la fois sa plus grande force et son plus grand défaut, je dirais. Ouais, mais en même temps, quand t'es dans un système de jeu qui implique les voyages galactiques, bah t'es obligé de passer par un truc qui implique des vaisseaux et un voyage galactique. Alors la solution qu'on aurait pu trouver, et qu'on peut trouver globalement, c'est de s'abstraire complètement de ce système-là et dire bon bah vous avez un vaisseau et vous allez du point A à un point B, parce que dans beaucoup de campagnes en fait c'est la solution qui est toute trouvée. Mais si on a envie de donner du sens au voyage plutôt qu'au, je sais pas ce que t'as dit au début, plutôt qu'au but, là il y a matière à fouiller, et comme d'habitude
pour Starfinder, il y a beaucoup trop d'options possibles qui font que c'est riche et jusqu'à être un peu étouffant parfois, mais toujours intéressant. Ouais, d'autant que... alors j'espère que ce sera quelque chose qui sera amélioré dans Starfinder deuxième édition, mais c'est vrai qu'actuellement, pour recentrer un peu toutes les règles autour du voyage spatial, c'est quand même un peu le bazar. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qu'il faut aller chercher un peu à droite à gauche. Il y a des livres dédiés à ça, mais il y a une partie dans le core book. Il y a des parties qui ont été corrigées ou ajoutées dans les options de personnages, etc. Enfin, c'est un peu fouillis. Et c'est vrai que voilà, c'est pas vraiment pas une partie facile à attaquer. Et donc j'espère qu'on aura un peu moins ce symptôme-là dans la deuxième édition et qu'on aura un truc un peu plus clair et efficace. Ben, globalement, en fait, pour la deuxième édition, je pense qu'il y aura des règles qui seront dans le manuel de base, mais comme on connaît Paizo, il y aura forcément d'autres systèmes à d'autres endroits. Là aujourd'hui, ce qu'on va utiliser, c'est une partie des règles qui se trouvent dans le livre de base, puis une partie des règles supplémentaires qui fonctionnent un peu comme des errata qu'on trouve dans le guide des options de personnages, et puis une autre partie des règles dans un manuel, dans le guide des options de vaisseau également, donc ça nous fait quand même 3 manuels. Et enfin, on va utiliser, puisqu'on parle de voyages spatiaux aujourd'hui, un manuel qui n'est pas traduit en français, qui est le Galaxy Exploration Manual, qui est le manuel d'exploration de galaxies. C'est ça, et sachant qu'après, il y aura une petite chose qu'on évoquera dans l'épisode suivant aussi, qui sera liée à Starfinder Enhanced, qui a ajouté un truc un peu chouette pour le combat spatial. Mais voilà, on parlera de tout ça dans le prochain épisode. Et on parlera du combat spatial quand on parlera du combat spatial. Mais c'est vrai que voilà, pour préparer cet épisode, il a fallu un peu slalomer entre les différents livres qui ont été traduits ou non. Et c'est pas toujours évident. Avant d'embrayer sur une petite histoire du voyage spatial pour vous expliquer un peu l'histoire de tout ça dans Starfinder, je tenais à attirer aussi votre attention sur le fait que narrer votre aventure spatiale, ça peut être quelque chose de vraiment très chouette, mais ça demande un peu d'investissement. C'est-à-dire que dans Starfinder, comme pour une aventure quelconque, vous pouvez vous retrouver avec votre carte de combat, avec vos cases, etc. Donc là, dans le cadre des vaisseaux, ça sera des hexagones, hein. Mais il existe des cartes spatiales sur lesquelles vous pouvez placer votre ou vos vaisseaux, les événements qui arrivent, etc. Un peu comme vous joueriez une petite aventure classique. Le truc, c'est que comme on est dans l'espace et qu'il n'y a pas grand-chose autour, ça peut être éventuellement un peu compliqué de rendre ça dynamique. Et je sais pas, si on prend l'exemple de votre vaisseau qui doit éviter un astéroïde, bon, globalement, tous les tours, vous allez avancer de 2 cases votre astéroïde, et puis votre équipage va devoir décider de la manœuvre à faire pour décaler un peu votre vaisseau. Bon, vous vous rendez bien compte que très vite, ça va être un peu mollasson et un peu plat. Et c'est pourquoi je vous encourage fortement à essayer d'ajouter des petites choses qui vont créer de la tension au niveau de vos joueurs pour que justement l'évitement de cet astéroïde soit pas anodin. C'est-à-dire que vous pouvez soit faire en sorte que, je sais pas, l'astéroïde a une trajectoire qui va vers une planète juste derrière, et où du coup, en fait, simplement éviter l'astéroïde, ça veut dire le laisser s'écraser sur une planète, et potentiellement tuer de la population, etc. Donc du coup, ça veut dire que les aventuriers et aventurières devront trouver une solution pour peut-être, je sais pas, dévier l'astéroïde, le détruire, peu importe, trouver une idée, un moyen d'empêcher un désastre. Ou alors peut-être que cet astéroïde, je sais pas, il peut émettre des radiations qui perturbent certains des personnages. Si vous avez un mystique chaman stellaire, par exemple, c'est idéal pour ces situations-là. En fait, il peut être très très perturbé par cet astéroïde parce qu'il a la connexion stellaire, etc. Et n'hésitez pas en fait à jouer là-dessus pour créer de la tension dans votre équipage et faire que la situation soit pas aussi simple qu'elle y paraît, et pour que tout le monde se sente un peu impliqué
dans cette situation qui, juste en visuel sur la battle map, des fois peut être un peu fade, je dirais. Bon, c'est aussi de la responsabilité de vos joueurs, comme tout système, hein, c'est un système un peu compliqué et il peut être très vite mécanique. Donc c'est aussi de la responsabilité des joueurs que de décrire leurs actions, puisqu'on va parler tout à l'heure des rôles, et en fait, si on n'habite pas son rôle, ça devient vite un peu chiant, quoi. Ouais, mais bon. Si vous êtes arrivé jusque-là, on estime que quand même vous aimez un peu Starfinder, et donc vous commencez à vous y faire au côté un peu... beaucoup de règles et côté mécanique de tout ça. Sur ce, voilà, vous voilà un peu prévenu. Donc n'hésitez pas à faire ça, hein, c'est même recommandé dans les livres, il y a tout un petit paragraphe qui vous dit faites attention à ça quand même. Mais ça peut faire des trucs très chouettes, et si vous êtes amateur notamment de... Je pense... on va sûrement pas mal l'évoquer dans cet épisode, mais si vous êtes amateur de Star Trek par exemple, en fait c'est idéal pour pouvoir rejouer un peu ces trucs-là et vous inspirer de différents épisodes que vous auriez vus qui vous donneraient des idées, des choses comme ça, parce que il y a par contre suffisamment de règles pour créer un vrai truc très très chouette à jouer. Bah voilà, t'as tout dit. Sur ce, je te propose, Chacha, d'embrayer peut-être sur un petit historique du voyage spatial, parce que donc dans les épisodes précédents on a évoqué un peu le drift, on va rappeler ce que c'est, mais qu'est-ce qu'il y avait avant le drift ? Bah pas grand chose, hein. Des ressources principalement magiques. Et puis, on l'avait dit hein, sur Akiton, des énergies qui permettaient de voyager dans l'espace, mais qui ne permettaient pas, en tout cas pas rapidement, de faire un voyage qui soit intersystème spatiaux. Du coup, ce qui était compliqué, c'est que les vaisseaux étaient limités au système solaire dans lequel ils se trouvaient. Et il y avait éventuellement des passages de plan à plan par des portails. On avait évoqué également sur Castrovel les portails qui avaient connecté Golarion au monde de Castrovel. Il y a également des portails qui permettent d'aller sur Akiton. Mais au-delà de ça, le monde en dehors du système de ce qu'on appelle le monde des pactes aujourd'hui était peu exploré et très, très vaste, comme son nom l'indique. En effet, sauf que il y a 3 ans avant la faille, il s'est passé un petit quelque chose qui s'est appelé donc le signal, qui était en fait une transmission déique, donc des dieux, qui s'est fait donc soit se traduisait par des rêves, ou certaines personnes qui avaient des genres de petits flashs, des petites visions. Les machines et les robots étaient perturbés. Et en fait, ce signal a envoyé et a donné les informations à certaines personnes le recevant de comment faire du voyage spatial autrement. Et donc, en gros, il a commencé à évoquer le système de plans et des choses comme ça. Et en fait, tout ça, vous l'avez bien compris, c'est en fait les prémices du drift qui seront après complètement données aux populations de l'univers de Starfinder par le dieu Triurne, hein, tu l'avais déjà évoqué, si jamais tu veux nous en reparler un petit peu, tu peux. Bah, globalement, c'est un mélange c'est un dieu qui mélange 3 anciennes entités, dont j'ai actuellement plus le nom, et qui se sont, c'est comme pour les Power Rangers, ça fait un méga truc qui se réunit et qui a un peu comme le feu a été donné aux êtres humains par putain, comment il s'appelle ? Bon, tu sais, le mec là qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux êtres humains, bah c'est pareil. Triune a donné les plans pour concevoir des moteurs qui vont en fait s'appuyer sur un passage dans un autre plan pour pouvoir simplifier la distance et le temps de voyage d'une galaxie à une autre. Et ce plan, on l'appelle le drift. Et en fait, on ne savait pas ce qu'était le drift avant d'avoir ces fameux moteurs qui permettent d'y aller. Et la différence avec d'autres plans d'existence, c'est que le drift, il est vachement plus rapide pour aller d'une galaxie à une autre. En effet, puisque on le rappelle, en fait, en gros, donc pour se repérer dans le drift, vous allez être éclairé par des pierres étoiles
qui vont permettre justement de repérer les planètes et les endroits où vous devez vous rendre. Et qu'en fait, si on regarde ne serait-ce par exemple que dans le monde du pacte, si vous utilisez le drift, et ben vous serez à une semaine de n'importe quel endroit. Et du coup, grâce à ça, en fait, on a pu voyager, comme tu l'as dit, entre les galaxies. Et c'est là où on a pu découvrir de nombreux autres systèmes. C'est là où on a pu découvrir le Veskarium. C'est aussi ça qui a permis de rencontrer les Saints. Mais voilà, c'est un peu la base de toute l'exploration spatiale dynamique comme on la connaît dans Starfinder. Et donc c'est une dimension, voilà, imaginez une espèce de dimension un peu multicolore, avec énormément de variations, de lueurs, de choses comme ça. Et en fait, il peut se passer beaucoup de choses dans le drift. Parce que le drift, c'est un plan à part, mais c'est un plan qu'on maîtrise assez peu. Oui, il a ses propres règles en fait, et du coup, c'est pas du tout vos plans d'existence dont vous avez l'habitude, le plan élémentaire de l'eau, de feu, tous ces trucs-là qui fonctionnent un peu classiquement selon les éléments qui s'y trouvent principalement. Là, c'est aléatoire, c'est bizarre. Un peu ça. Vous pouvez retrouver un peu n'importe quoi. Donc il y a même des créatures, des rencontres qu'on peut faire uniquement dans le drift. Et surtout, on peut y retrouver énormément de choses. Alors certes, ça peut être des événements un peu inexpliqués qui vont venir perturber votre voyage, votre vaisseau, des choses comme ça. Et c'est là où vous pouvez insérer à peu près tous les scénarios de Star Trek que vous voulez, tu vois. Mais à côté de ça, vous allez aussi retrouver des choses qui vont être peut-être des offrandes faites à Triurne et qui du coup vont errer dans le drift parce que c'est le moyen de communiquer avec Triurne des populations. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, en Triune, en donnant aux espèces vivantes dans l'espace le plus proche, qui est le monde des pactes, la possibilité d'aller voyager dans ce plan qui est le drift, ça s'est pas fait sans contrepartie. C'est-à-dire qu'en fait, ce plan d'existence-là, on n'arrive pas trop à le cartographier, on ne sait pas quelle densité ou quelle taille il a. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à partir du moment où vous appuyez sur le moteur pour dire là j'enclenche mes engines drift pour aller vers ce plan-là, vous emportez avec vous une portion de la réalité que vous quittez. Donc, ça veut dire que n'importe quel individu qui est dans n'importe quelle dimension, dans n'importe quelle galaxie et qui utilise un vaisseau qui fonctionne avec ce principe de moteur drift va emporter plus ou moins les éléments qui se trouvent à proximité de lui. Donc il arrive effectivement qu'on ait des choses qui se baladent dans ce drift qui viennent d'ailleurs et qui viennent d'endroits où elles auraient dû rester là-bas. Donc quand on voyage dans le drift, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et tu parlais d'offrande à Triune, mais en fait on peut même tomber sur, si on voulait, on pourrait tomber sur la Tour Eiffel dans le drift. Il suffirait qu'un vaisseau arrive dans une dimension qui est celle de la planète Terre, qu'il décide d'enclencher son moteur drift à côté de la Tour Eiffel, et là, pour les JO 2024, Macron serait bien embêté. Ouais, mais tant qu'il emmène pas la scène, tout va bien. Oui, c'est vrai. Il pourrait faire en sorte que la scène coule dans le drift. Non, mais ça y est, cet épisode est officiellement daté. Si les copains MJ ont envie de faire des trucs vraiment chelous, le drift permet un peu d'avoir cette possibilité-là. Oui, effectivement. C'est une des forces du drift. Et du coup, vous comprenez assez vite que ça fait plusieurs épisodes quand on vous en parle. Le drift, il est un peu au cœur de l'univers de Starfinder. Mais c'est pas toujours le moyen de transport idéal non plus, selon ce que vous avez à faire en fait. C'est-à-dire qu'il peut comporter ces risques et surtout ces espèces d'incertitudes. Alors qu'un voyage dans l'espace fini, si vous voyagez au travers des mondes du pacte, bon, globalement, vous savez ce qu'il y a sur votre route. À moins que vous rencontriez, je sais pas, des pirates ou des choses comme ça, mais peut-être que selon le cas, ça serait en fait plus sûr de voyager directement naturellement plutôt que d'utiliser le drift. Ça en fait qu'on a gardé que les deux sont disponibles parce que c'est pas de la vitesse lumière comme dans Star Wars, c'est vraiment un passage dimensionnel. Vous changez de plan et du coup il peut se passer beaucoup de choses autour de ça, quoi. Alors du coup tu parlais des distances dans le drift, comme c'est un plan d'existence qui a tendance à raccourcir, ou en tout cas à changer complètement
la notion classique de distance par kilomètre. Tu peux peut-être nous parler de comment est-ce qu'on va non seulement d'une planète à une autre à l'intérieur du système des mondes du pacte. Tu nous as dit qu'elles étaient distantes d'une semaine, c'est-à-dire qu'en fait la station Absalom, pour une raison X ou Y, on l'avait déjà dit, se trouve à 1 à 6 jours de n'importe quel endroit, mais pas que dans le monde du pacte, absolument partout dans l'univers, on peut retrouver la station Absalom. Mais si on veut aller dans un autre système, par exemple un système de l'espace proche ou un système dans le vaste, on est là cette fois-ci entre 3 à 18 jours pour l'espace proche ou entre 5 à 30 jours pour le vaste, c'est-à-dire en fait 3D de 6 ou 5D de 6. Donc ça va dépendre de G2D, mais ça dépend aussi de balises drift qui sont un peu posées aléatoirement dans l'univers. Et du coup, ça veut dire quand même que nos joueurs vont passer un peu de temps dans le drift s'ils décident d'aller explorer des contrées qui ont été jusque-là inexplorées. Complètement. C'est pour ça qu'on fait un épisode entier dédié à ça, parce qu'en fait, on va essayer de vous présenter au sein de cet épisode un peu qu'est-ce qui pourrait se passer en fait, qu'est-ce que vous pourriez rencontrer, comment vous pourriez faire avec tout ça, et surtout quelle perspective d'aventure ça peut vous donner pour vos joueurs. Moi je pense à ça, et souvent ça marche assez bien, c'est que si vous voulez faire des transitions entre deux campagnes, ou entre deux scénarios, peut-être que passer par le drift, ça peut être un bon moyen de faire une espèce de campagne one-shot d'une aventure qui va être un peu différente de ce qu'ils ont fait avant et de ce qu'ils feront après, sans pour autant que ça engendre énormément de problèmes, mais voilà, vous avez une session ou deux qui va être dédiée à ce voyage-là, et où vous pouvez créer une nouvelle aventure pour vos joueurs et joueuses, quoi. C'est trop bien, en fait. C'est vraiment trop cool. Sur ce, je te propose qu'on discute un peu, parce qu'on a parlé de vaisseaux, mais concrètement, un vaisseau dans Starfinder, c'est quoi? Alors avant, Ouais. si tu me permets, puisqu'on parlait de drift et qu'on parlait de comment est-ce qu'on voyageait avant, on a fait le choix de dire qu'on ne pouvait pas voyager avant que Triune envoie les plans pour le moteur drift aux gens. On pouvait, mais c'était limité. Mais il s'avère qu'en fait c'est un artifice de règles, puisque avec le manuel de guide des options de vaisseau, on nous donne une série de plein d'autres manières de se propulser pour faire un peu comme le fait le drift, avec une efficacité qui est moindre, parce qu'il n'y a pas ce système de la planète, la station Absalom est toujours 1 à 6 jours de distance de n'importe quel endroit du monde. Moi je suis parti du principe que ces nouvelles règles avec des propulseurs différents que les propulseurs drift ont été inventées en s'appuyant sur les idées qui avaient été développées par Triune. Mais évidemment c'est à vous de voir comment ça fonctionne, parce que par exemple on nous dit que on a des propulseurs qui vont s'appuyer sur le voyage entre les plans, donc des propulseurs interplanaires qui seraient connus par les Source Vird. Donc là je vous renvoie plutôt à ce que vous savez de Pathfinder, parce que c'est quand même des monstres qu'on connaît, qui sont plutôt réputés dans l'univers de Pathfinder, même s'ils existent dans Starfinder. De la même manière, il y a des propulseurs. Donc là, l'idée du propulseur interplanaire, c'est que vous passez dans un autre plan. Bon, pas forcément le drift, du coup, mais un autre plan. On a des propulseurs élémentaires, où là, vous passez par des plans élémentaires pour aller d'un point à un autre. On a le premier propulseur, c'est la même chose, sauf que vous passez par le premier monde, etc. etc. Il y a quand même l'idée de portail pliant, qui est un peu le classique, c'est-à-dire que vous avez des portails dans la galaxie, des portails magiques. Vous avez ça dans Mass Effect déjà, qui permettent de voyager d'un point A à un autre parce que ça plie l'espace. Donc toutes ces options-là, c'est à vous de voir en tant que MJ si vous voulez les mettre dedans, sachant qu'elles sont toutes confidentielles. Ça veut dire que si on nous dit que les vaisseaux cathédrales de l'église d'Iomedae on utilise les propulseurs Archon pour passer dans le
plan. D'ailleurs, j'ai oublié le plan de. Bon, pas grave. Le Dans le plan plan de Yo DI Medae qui est utilisé là ouais, pour ensuite aller ailleurs, Mhm. vos PJ n'ont pas accès, ils peuvent pas aller dans les usines de la station Absalom en disant bah tu mets un propulseur Archon, ça marchera pas comme ça. Donc faut voir, moi je pense qu'il faut quand même l'intégrer avec parcimonie parce que du coup j'estime que ça rend un peu le drift moins intéressant qu'il ne l'est. Et c'est dommage. Donc en tant que MJ par exemple, je ne mettrai pas toutes ces options-là dans mes campagnes, ou alors si je dois en mettre une, ce serait véritablement parce que c'est une nouvelle découverte et qu'elle est testée, et ce serait un des enjeux de ma campagne. Donc voilà, c'est juste pour vous prévenir. Oui, c'est ça. En fait, il faut que ça reste un événement et comprenez bien que c'est pas si répandu que ça non plus. Ces propulseurs un peu différents. C'est ça. Et du coup, si on en découvre tous les aspects, bah vous comprenez bien qu'elle perd un peu ce côté mystérieux, ce côté exceptionnel. Et du coup, effectivement, comme tu disais, oui, faudrait que ça soit un peu le centre de la campagne. Ah oui, mais je suis con, j'avais du mal. Le plan d'origine de Yo Medae, c'est le paradis. Bon, Ok. voilà, pardon. C'est juste que j'ai pas l'habitude d'utiliser ces termes-là. C'est pour ça. Bah, on a joué assez peu avec ce truc-là pour l'instant, mais bon, un jour peut-être ça arrivera dans les campagnes qu'on fait sur notre temps libre. C'est vrai, moi globalement, tous ces trucs-là aussi, je les mettrais que si vous avez un groupe de joueurs et de joueuses déjà un peu expérimentés et motivés. C'est-à-dire des gens qui ont déjà un peu exploré les règles et qui n'en ont pas peur. Parce que, en fait, si on commence à rentrer dans la technicité de chaque partie du vaisseau, des types de propulseurs et des choses comme ça, en fait, ça peut vite perdre tout le monde. Mais c'est super intéressant. Compliquer la tâche pour pas grand-chose. C'est hyper intéressant, bien sûr. Mais pour public averti, je dirais. Du coup, tu vas nous détailler ce qu'on attend d'une fiche de vaisseau ? Ouais, bah tiens, on va attaquer par ça. Effectivement, comme je vous le disais dans Starfinder, le voyage spatial et le vaisseau, c'est quelque chose de particulier, à tel point que votre vaisseau a une fiche de vaisseau, donc c'est comme une fiche de personnage, mais complètement dédiée à ce que c'est en fait, à ce que c'est votre vaisseau. Et du coup, bah, à partir de ça, vous allez devoir complètement composer là-dessus. La première chose qu'on fait quand on est face à un vaisseau, qu'est-ce qu'on regarde ? Alors effectivement, qu'est-ce qu'on regarde quand on est face à un vaisseau ? Eh ben première chose qui va être importante qu'on va remarquer, ça va être le type de vaisseau. Donc on en a plusieurs, hein, on a donc des vaisseaux assez petits qui vont s'appeler donc les traceurs, les intercepteurs, les chasseurs, hein, c'est des termes que vous avez déjà entendus dans d'autres œuvres de science-fiction à la Star Wars, Star Trek et autres. Ouais, dans des milliards de trucs. On va retrouver aussi tout ce qui est donc navettes, vaisseaux cargo, des transporteurs, choses comme ça. Donc là, on va être sur des catégories un peu plus moyennes. Et enfin, on va retrouver derrière donc les vaisseaux un peu plus lourds. Donc on va retrouver des destroyers, des cargos lourds, des croiseurs. Il y a même le vraquier, si le terme vous dit pas grand-chose, voilà. Mais des dreadnoughts aussi. Et oui, effectivement, derrière, on va passer sur la dernière catégorie qui vont être des vaisseaux plutôt assez exceptionnels. Où on va retrouver donc les porte-engins, les cuirassés et les dreadnoughts. Donc les dreadnoughts qui sont des vaisseaux de taille colossale. C'est des immenses vaisseaux planètes à moitié, quoi, presque, hein, j'exagère. Mais il y en a, voilà. Sachez qu'il y en a dans Starfinder et que c'est tout à fait jouable avec, et il y a des choses prévues pour ces types de vaisseaux-là aussi. Et par ailleurs, alors là je suis complètement pas du tout prêt, mais au-delà de ça, il y a encore d'autres vaisseaux qui ont été proposés dans le manuel, dans le guide des options de vaisseau qui est sorti donc il n'y a pas très longtemps, puisque on va encore plus gros en termes de vaisseaux, puisqu'on va quasiment proposer des vaisseaux qui sont complètement du type la Death Star, comment on appelle ça ? Bah, il y a des stations, hein. Il y a clairement des stations planétaires. Oui, il y a les stations, et puis il y a aussi la Death Star. En français, ça donne quoi ? C'est les... Tu sais, là. L'étoile de la mort ? L'étoile de la mort, voilà, de Star Wars. Oui. Ouh, Oui. C'est dur aujourd'hui. Oui, et puis bah, attends, il y a des trucs... Ils appellent ça
de l'Ultranaut. La taille, c'est super colossal. Ouais, voilà, c'est des gros vaisseaux. Il y a des vaisseaux mers. Enfin, voilà. Imaginez-vous bien qu'il y a une galaxie de taille et de vaisseaux. Et ça peut devenir assez débile au niveau des tailles d'engins que vous pouvez faire. Parce que typiquement, en fait, la station Absalom, par exemple, c'est un immense vaisseau. Je pense également à Idari, la planète des Kasata, Oui, c'est vrai. qui est un immense vaisseau planète qu'on n'a pas encore exploré, mais promis, on le fera. Mais pour le plus gros vaisseau, hein, on est sur pour le plus gros vaisseau. J'ai retrouvé, hein, c'est donc page 36 de notre guide des options de vaisseau. On peut avoir un équipage qui peut monter jusqu'à 100 000 personnes. Donc là, ça devrait faire penser au vaisseau de l'Empire dans Warhammer 40 000. Si vous avez joué à Rogue Trader, vous devez à peu près imaginer à quoi ça ressemble. Pas sûr que tout le monde ait joué à Rogue Trader, mais... Bon, enfin, Warhammer 40 000, quoi, tu vois. Tout le monde voit les gros vaisseaux immenses cathédrales avec beaucoup trop de monde dedans. Ouais, c'est ça. Donc vous avez quand même, rien que là, vous voyez un peu la quantité d'imaginaire que vous pouvez créer grâce à ça. Et sachant que y a énormément d'espèces et de civilisations qu'on a découvert, mais il y en a aussi énormément qu'on n'a pas découvert dans Starfinder, donc tout de suite, voilà. Vous voulez créer un événement majeur dans votre campagne, vous avez un dreadnought d'une espèce inconnue qui débarque, qui est un immense vaisseau planète avec une nouvelle population dedans et tout, machin. Comment vos joueurs avec leurs petits chasseurs réagissent face à ça, quoi. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on vous a détaillé, c'est juste des noms, mais en fait, c'est l'armature de base, c'est-à-dire le truc basique à partir duquel vous allez ensuite, en tant que MJ, ou les joueurs, développer votre vaisseau. Donc c'est une manière pour nous facile d'identifier les trucs, mais c'est clair que si on fait partie de l'essaim et qu'on a un gros vaisseau vivant, on pourra aller chercher un truc de type cuirassé, en sachant que le vaisseau il est plutôt vivant et que ça fonctionne pas vraiment comme un cuirassé du monde du pacte, mais malgré tout c'est un peu l'idée. Et c'est l'armature de base à partir de laquelle vous avez les premières informations qui vous permettent de constituer votre vaisseau. Complètement. Et ça va être déjà un premier outil qui va être au final assez narratif. C'est-à-dire que bon, il a un rôle au niveau caractéristique du vaisseau, etc. Mais il va être aussi très narratif puisque ça va créer des choses. C'est-à-dire qu'un simple cargo que vous croisez ou un vaisseau colossal, la tension va pas être la même par rapport au vaisseau de vos joueurs et joueuses. Déjà, vous avez vraiment plus de mal à le mettre sur votre carte. Super. Oui, déjà, il rentrera pas sur votre battle map, mais vous mettrez le bout là juste sur les hexagones et puis vous mettrez ça, c'est le début. Mais effectivement, en deuxième chose qu'il faut regarder, ça vous sera pas forcément dit, mais en fait, afin d'être cohérent avec Starfinder, il faut savoir que même les vaisseaux ont un niveau, ou en tout cas ce qu'on appelle un échelon. Qui va permettre de définir un petit peu le facteur de puissance du vaisseau, un peu comme on a le facteur de puissance des créatures pour essayer d'évaluer grosso modo un peu la force des bestioles. Là, on va avoir ça pour évaluer un peu la force du vaisseau, et ça va être défini par le type et la quantité d'armes qu'il a, ses résistances, les choses comme ça. Et retenez-le bien parce qu'en fait c'est vraiment la base qui va vous permettre de... On en parlera quand on fera le combat spatial, donc dans le prochain épisode. Mais en fait sur beaucoup d'actions, ça implique un petit calcul à la con où vous avez 10 plus 1 fois et demi le niveau du vaisseau, qu'on appelle tiers d'ailleurs, plutôt l'échelon que le niveau, mais c'est pareil. Ou alors 15 plus l'échelon du vaisseau ou 20 plus l'échelon du vaisseau pour le... multiplié par 1,5 pour les trucs les plus difficiles. Donc ce que je vous conseille, c'est qu'à un moment donné, si vous projetez un truc devant vos joueurs et que l'échelon est de 3, faites-vous une petite note de quel serait le seuil de difficulté pour chacun de ces trucs-là, 10 fois 1,5, 15 fois 1,5, parce que si vous devez le calculer à chaque fois, ça va ralentir le jeu, alors qu'en fait, ça ne change jamais. Oui, complètement. Mais c'est pour ça aussi qu'on insiste dessus, c'est parce qu'en fait c'est utile dès que vous allez avoir des petits calculs et des petites évaluations à faire en fonction du vaisseau,
l'échelon va rentrer en compte. C'est un moyen pour le jeu d'évaluer le type de vaisseau que vous avez et sa force. Et c'est vachement rassurant aussi quand on est MJ d'avoir tous ces trucs qui sont déterminés par un niveau ou un échelon. Ça simplifie quand même les choses. Hein. Bah, surtout quand on a du mal à évaluer un peu notre groupe et leur capacité de jeu, Oui. etc. Bon, là, ça donne un côté numérique factuel aux choses. Et, En particulier et du quand coup, t'es dans effectivement, un ça fait nouveau un espèce système. de repli, un ordre d'idée. Oui, clairement. À côté de ça, bon, on va retrouver bien sûr la vitesse. Donc la vitesse, vous en doutez, ça va être la vitesse du vaisseau et notamment sa vitesse sur une carte de bataille où ça va être le nombre d'hexagones en fait dont le vaisseau va être capable de se déplacer. Il va y avoir sa manœuvrabilité. Donc sa manœuvrabilité, ça va être sa capacité à un peu à faire demi-tour, etc. Machin, qui vont dépendre bien sûr de sa taille, de sa masse. Et puis peut-être des réacteurs, de comment ils sont positionnés, etc. Ça, si vous venez de Pathfinder, ça devrait aller parce que c'est à peu près les mêmes choses que vous avez sur les règles de vol. En gros, la seule chose que dit la manœuvrabilité, c'est combien d'hexagones vous avez besoin de traverser avant de pouvoir bouger de 45 degrés. Atreyu du futur qui vous parle pour vous dire que les angles à partir du centre d'un hexagone sont de 60 degrés et non de 45. Avant de pouvoir de tourner de 45 degrés. Donc évidemment les plus gros vaisseaux, c'est pourri quoi. Ouais, c'est ça, il y a 5 niveaux en fait pour aider à vous repérer un peu. Il y a déplorable, médiocre, moyenne, bonne et parfaite. Typiquement, un chasseur va plutôt avoir une manœuvrabilité parfaite parce qu'il est tout petit, tout léger et il répond très vite. Et non, elle est bonne, c'est l'intercepteur Elle est qui est bonne. parfaite. Ça dépend du vaisseau, ça dépend de ton vaisseau, puisque tu peux construire ton chasseur, propre vaisseau. manœuvrabilité, bonne. Oui, elle est Gérer bonne. un. Une navette va avoir une manœuvrabilité parfaite. Voilà. Exactement. C'était ça que tu voulais dire. Et tu peux faire un chasseur avec une manœuvrabilité parfaite aussi. Et puis, effectivement, vous doutez bien qu'un vaisseau colossal, la manœuvrabilité est pas folle, quoi. Non. Oui. Sans doute un peu. Derrière, vous allez retrouver donc son coefficient de drift si jamais c'est un vaisseau drift. Donc ça va être, en gros, ça va impacter quand vous faites le calcul du temps de voyage à travers le drift. Voilà. C'est pas le truc le plus prioritaire, mais si vous avez un vaisseau équipé du drift, voilà, faut le savoir. Si vous comptez aller dans... Si, c'est super important. Si vous comptez aller visiter le vaste, voire au-delà du vaste, ça prend un certain nombre de jours, et quand même, le drift étant un peu merdique parce qu'il y a plein de choses qui traînent, en fait, votre coefficient de drift, ça permet de diviser par le nombre de jours par le coefficient. On est dans pleine mathématiques. Donc si votre coefficient drift est de 2 et que vous devez voyager pendant 14 jours parce que les dés que vous avez jetés pour aller par exemple dans l'espace proche, ça vous a donné 14, et au lieu de passer 14 jours dans le drift, vous passez 7 jours dans le drift. Et c'est quand même plus safe que d'y passer 14. Donc si, ça a quand même un peu de sens. Mais ça a du sens que pour les vaisseaux qui veulent aller dans le drift. Oui, ça a son importance, Mais souvent, ça va être en tout cas de mon point de vue, ça va être plutôt le MJ qui va faire ça. C'est-à-dire que les joueurs, en gros, souvent, ils vont dire, ok, on veut aller sur telle planète, on est à tel endroit. Ouais. En drift, ça mettrait combien de temps ? Et la plupart du temps, en fait, c'est plutôt un truc que le MJ va faire dans son coin. Mais bon, après, ça dépend de comment chacun gère sa partie, bien sûr. Une fois que vous avez fait une fois que vous avez fait un TPK dans le drift à votre première équipe de joueurs, j'imagine que la deuxième équipe aura plutôt envie de prendre un moteur drift avec un coefficient. Mais ça dépend si vous avez, s'ils ont eu une expérience drift un petit peu létale ou pas, quoi. C'est ça. À vous de voir ce que vous voulez leur infliger. Moi, je pars du principe que le MJ est là pour tuer les joueurs, mais il y a d'autres gens qui pensent différemment. Ça marche pas toujours cette histoire, non ? Ouais, je sais. À côté de ça, on va retrouver donc la classe d'armure. Donc un peu le même principe que une classe d'armure de personnage classique. Hein. Ah, c'est clair, c'est un classique de classique. Vous tirez, il faut dépasser la classe d'armure. C'est ça.
Ensuite, il y a un indice de verrouillage qui, en gros, permet de savoir si, en gros, les armes de vos vaisseaux arrivent à toucher. C'est la classe armure, mais cette fois-ci pour des armes traceuses, par exemple comme les torpilles à tête chercheuse. Donc c'est pour ça qu'on parle d'indice de verrouillage. Mais globalement, c'est la même chose que la classe d'armure. C'est juste qu'elle va chercher un type d'arme différent. Ensuite, on a donc les points de structure. Globalement, c'est vos points de vie. C'est les points de vie du vaisseau. Oui. Basiquement. Pour les gros vaisseaux, on a un truc qui s'appelle le seuil de dégâts. C'est-à-dire qu'en gros, il y a certains vaisseaux qui vont être tellement gros que si vous leur infligez, je sais pas, que 2 ou 3 points de dégâts, bah en fait, ça va pas dépasser leur seuil de dégâts et on estimera que aucun dégât ne sera fait au vaisseau parce que bah, il est suffisamment costaud pour que des petites choses comme ça ne suffisent pas à l'endommager. Du coup, voilà pour le seuil de dégâts, et puis effectivement, à côté, on a un seuil critique qui, lui, est le seuil à partir duquel les dégâts infligés vont commencer à endommager les systèmes du vaisseau. Et donc là, bah, ça va dépendre de là où vous tirez, etc. Donc ça va, vous comprenez d'où l'importance de votre feuille de vaisseau. Parce qu'en fait, si vous tirez à bâbord, qu'il n'y a plus de bouclier à bâbord, et que vous touchez et que vous dépassez le seuil critique à bâbord, bah, vous allez endommager les parties du vaisseau qui sont à bâbord, donc sur la gauche. Ils sont orientés, hein, mais basiquement avec la pointe du nez vers l'avant, bâbord c'est à gauche. Et à ce moment-là, eh ben, je sais pas si à gauche c'est l'un des propulseurs, et ben, l'un des propulseurs sera endommagé et du coup ça sera à vous de gérer le fait que votre vaisseau sera ralenti, etc., etc. Et donc comme j'ai dit, bien évidemment, un vaisseau a des boucliers et il en a tout autour de lui. Donc ça sera à vous de gérer les boucliers de proue, de bâbord, de tribord, choses comme ça, parce qu'on utilise le langage des vaisseaux et des navires pour se repérer. Et voilà. Mais bon, globalement, dans l'idée, un bouclier va prendre un certain nombre de dégâts, puis au bout d'un moment, il en aura plus. C'est un peu comme une armure. Puis une fois qu'il n'y a plus de bouclier, bon, vous commencez à toucher le vaisseau. Et si vous dépassez le seuil critique, vous pétez le vaisseau. Enfin, vous pétez une partie du vaisseau, en tout cas. Voilà. Ça fait beaucoup de termes pour en fait des trucs assez connus, assez usuels, hein, de ce genre de choses. Mais voilà. À côté de ça, vous avez donc vos attaques, sachant que votre vaisseau, comme il y a des boucliers sur 4 arcs autour du vaisseau, il y a pareil des attaques en fonction des 4 arcs de tir, donc proue, bâbord, tribord et la poupe qui se trouve derrière. Voilà. Et il y a aussi des tourelles qui peuvent attaquer de tous les côtés. Effectivement. Pour ça, on remplit ce qu'on appelle des emplacements d'armes. Eh oui. Voilà. Donc vous comprenez bien qu'en fait, il est possible de construire entièrement son vaisseau. Alors je vois pas comment... Enfin, je pense que ça peut être très compliqué de faire une campagne où les joueurs construisent leur propre vaisseau, parce que ça fait beaucoup de matos à aller chercher. Mais après, il y a des exemples, il est possible du coup de construire et de le customiser un peu à vos souhaits. Donc ça peut être un des trucs aussi de vos aventuriers ou de l'un de vos aventuriers, c'est-à-dire que ça peut être son vaisseau. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'aventure, je sais pas, il va gagner des crédits, des choses comme ça, pour acheter des pièces un peu particulières qu'il va pouvoir équiper sur son vaisseau pour l'améliorer petit à petit. Enfin, ça peut être un des trucs assez chouettes en vrai à mener aussi, je pense. Ah, complètement. Si tu me le proposes, moi je suis à fond dedans. Non, c'est clair que il vaut mieux avoir des joueurs qui ont déjà regardé et qui ont déjà eu l'habitude d'un vaisseau avant de les laisser construire leur propre vaisseau. C'est ça, et puis bon, c'est un truc technique, quoi, donc ça demande aussi que ce soit des gens qui sont un peu nerds de ce genre de choses. Et c'est pas forcément le cas de tout le monde, pour le coup. Oui, parce que là, on ne fait que la feuille de personnage du vaisseau, mais ensuite, il va falloir qu'on décrive un petit peu si les joueurs ont vraiment envie de construire un vaisseau qui respecte les points de construction qui sont liés à l'échelon du vaisseau. Bon, je sais pas si on va rentrer dans ce détail-là. Mais si, on va juste le dire mais rapidement. Effectivement, sachez que si vous êtes très amateur de ce genre de trucs, et que vous êtes amateur un peu nerd de tous ces trucs de vaisseaux, de machin, je pense notamment dans la communauté de Star Wars, il y a beaucoup de gens qui sont très nerds des différents vaisseaux, des capacités et tout, machin, et je comprends un peu ça, en vrai, c'est plutôt cool.
bordel, dans Starfinder, vous avez de quoi vous amuser, quoi. Vraiment, vous avez... Il y a pléthore de possibilités et de types de matériaux, enfin, c'est vraiment... C'est très très vaste. Et puis à côté de ça, vous avez vos réacteurs, votre propulseur drift, vous avez les systèmes de votre vaisseau, hein, tout simplement, vous avez des compartiments annexes qui peuvent servir, donc c'est des espaces. Ça c'est la fête, ça, les compartiments Ouais, annexes. ouais, globalement, vous faites un peu ce que vous voulez. L'idée, c'est d'avoir des pièces libres où vous faites ce que vous voulez. C'est là où votre vaisseau il brille un petit peu. Donc si vous voulez avoir, comme dans Solo, un dressing entier, vous pouvez, mais faire ça dans un compartiment annexe, parce que pourquoi pas. C'est tout à fait possible. Derrière, vous avez donc des modificateurs, un peu comme vos personnages, hein, avec des malus et des bonus, et des malus en fonction de l'état du vaisseau, de vos manœuvrabilités, choses comme ça. Un vaisseau a une capacité d'équipage minimum et maximum, c'est-à-dire que s'il est un peu gros, il faut au moins 2-3 personnes pour le piloter, et il n'y a pas la place non plus pour accueillir 150 personnes, quoi. Donc vous avez une espèce de petite limite un peu comme ça sur les vaisseaux. Et typiquement, si vous trouvez un chasseur, peut-être que vous ne pourrez pas mettre tout votre groupe de joueurs dans le chasseur, donc il ne pourra pas servir forcément. Enfin, voilà, c'est à vous de faire attention à ça, c'est pas très compliqué, mais voilà. Ils seront obligés de se coordonner. Mais bon, il y a quelques vaisseaux où tu ne peux être que un dedans. Tout à fait. Ce qui est normal. Un X-Wing, on peut être que un dedans. Ah non, il y a un robot. Alors ça dépend lesquels, je crois. Il y en a où tu peux être 2 et pas d'autres. Ah ouais, non, ils sont 2, pardon. Non, je crois que c'est 1 et le robot. De toute façon, c'est pas le bon jeu. Mais... Ouais, c'est pas le bon jeu. Ça, c'est 1 et un robot. Enfin bref. Mais si vous voulez inventer les X-Wing, c'est possible. Hein. Complètement. Donc, on va parler d'effectifs quand on va parler de la taille de l'équipage total d'un vaisseau. C'est du langage spatial, on va dire. L'équipage, du coup, ça va être tous les membres qui font fonctionner et participent à la vie du vaisseau et sont dans le vaisseau. Et puis enfin, votre vaisseau peut avoir peut-être quelques capacités spéciales. Oui, pardon, vas-y. Sur l'équipage, je t'arrête. En fait, c'est plutôt dans les feuilles de perso que vous allez rencontrer en tant que MJ si vous êtes en train de lire des Adventure Pass ou des scénars qui ont déjà été écrits. C'est là que vous allez trouver les équipages qui ont été complétés, donc les PNJ avec leurs rangs, parce qu'on va voir que les rangs c'est important pour les rôles dans les vaisseaux. Donc comme ce ne sont pas les joueurs, du coup il est important de mentionner qui dans l'équipage a combien de rangs en pilotage ou combien de rangs en ingénierie, etc. C'est pour ça. Ouais. De toute façon, vous allez voir, vous allez définir entre vous des rôles dans l'équipage. Donc on va en reparler juste après, une fois qu'on aura fini de tout parler des composantes du vaisseau, mais voilà. Donc soyez pas inquiets là-dessus, vous pourrez vous organiser, vous coordonner afin que tout se passe bien. Et donc, comme je le disais, donc chaque vaisseau a éventuellement, enfin chaque vaisseau, pas forcément d'ailleurs, mais peut avoir des capacités spéciales. Vous pouvez avoir récupéré une technologie un peu particulière qui vous permet de certaines actions uniques. Je pense à pas mal de scénarios de SF où on trouve un vaisseau qui a des capacités de camouflage, tu vois. Tu penses qui permet d'éviter de se faire repérer par des scanners ou d'être invisible ou des choses comme ça. Peut-être que tu peux faire un scénario à base de ça, par exemple. Ça peut être sympa, je sais pas. Voilà. Et puis enfin, votre vaisseau, il a un prix. Parce que, voilà. Ça, c'est un coût. Le prix, c'est... je peux en parler, du coup, ça y est ? Vas-y. Ouais, justement, quand vous allez demander à vos joueurs, ou même en tant que MJ, que vous voulez construire un vaisseau de nulle part, il faut respecter au moins 2 critères. Bon, je vais dire 2 parce que c'est quand même plus simple que tout le reste des options. Le premier critère, c'est que, en fait, une fois que vous avez déterminé l'échelon de votre vaisseau, on vous donne un certain nombre de points de construction. Par exemple, si je regarde l'échelon 1 avec un groupe qui serait de niveau 1, il y a 55 points de construction. Donc déjà l'armature de base qu'on a déjà définie tout à l'heure, elle coûte des points. Par exemple, tout à l'heure tu parlais du chasseur, il coûte 8 points de construction. La navette à côté, elle en coûte 6. Donc l'armature de base, c'est déjà la première chose que vous achetez. Ensuite, tout ce que vous mettez sur le vaisseau, les armes,
les compartiments, les choses comme ça, ça coûte aussi des points de construction. Donc ça c'est assez facile pour vous en tant que MJ ou pour les joueurs de comprendre qu'il ne faut pas dépasser le nombre de points de construction et que tout a un coût. Mais il suffit pas juste d'avoir des points de construction, parce que votre vaisseau, à un moment donné, il va avoir besoin de décoller. Et il va avoir besoin que tout fonctionne. Et pour ça, on va lui mettre un réacteur. Et le réacteur, il correspond à une taille de vaisseau. Donc on peut pas mettre un réacteur trop gros dans un vaisseau trop petit, et de la même manière, un réacteur qui serait plutôt fait pour des vaisseaux petits ne peut pas être mis dans un vaisseau trop gros, parce qu'il n'aurait pas assez de puissance. Les réacteurs, eux, ils ont une capacité qu'on exprime en UE, c'est-à-dire unité d'énergie. Enfin, je pense que ça doit dire ça, parce que je ne sais pas ce que ça veut dire concrètement. Oui, c'est ça. Et en fait, la plupart des choses que vous allez mettre dans votre vaisseau vont avoir besoin d'unités d'énergie pour fonctionner correctement. Par exemple, les boucliers, de fait. Vos propulseurs drift, vos compartiments, vos armes pour certaines d'entre elles, vos ordinateurs également qui vont vous permettre de faire fonctionner vos vaisseaux. Donc tout ce que vous allez mettre doivent respecter les deux choses, le coût de construction et la capacité en fait de votre processeur, enfin de votre réacteur. Une fois que vous savez ça, après vous pouvez naviguer entre les pages et puis faire ce que vous voulez, mais il faut bien respecter ces deux choses là. Effectivement, voilà. Enfin, je pense que vous l'aviez un peu compris, mais bah ouais, faire un vaisseau c'est pas simple. Ça coûte très très cher un vaisseau dans Starfinder, ce qui est logique en soi. Et puis bah, si vous construisez le vôtre ou que vous l'améliorez, vous le modifiez, etc. Bah voilà. Ce genre de choses-là peuvent varier en fonction de comment vous l'améliorez ou comment vous le détériorez d'ailleurs, en fonction de comment marchent les systèmes entre eux. Par exemple, il y a peut-être certains réacteurs que vous ne pourrez pas utiliser si vous utilisez les boucliers, donc du coup vous êtes obligé d'être ralenti parce que vous êtes obligé de couper 2 réacteurs pour alimenter le bouclier. Bon, il y a des petites choses comme ça qui peuvent apparaître sur lesquelles vous pouvez jouer avec votre vaisseau et ça peut être des contraintes plutôt intéressantes à faire aussi, quoi. Qui vont demander un peu plus de tactique et de réflexion à vos joueurs et joueuses pour qu'ils arrivent à trouver des solutions et à se sortir de la panade, j'ai envie de dire. Et encore une fois, dernière chose et après on arrête avec la construction des vaisseaux. Les points de structure que tu as déjà identifiés. Donc les points de structure, donc les points de vie des vaisseaux, tous les 4 échelons, ils augmentent avec un facteur qui dépend de l'armature de base. Donc par exemple, si vous prenez un intercepteur, il a 30 points de structure à la base, mais si vous le mettez à l'échelon 4, il aura 35 parce que son facteur de points de structure est de 5. Donc tous les 4 échelons, vos vaisseaux augmentent de points de vie, concrètement. Effectivement. Et bien sur ce, maintenant après bien avoir commencé à nerdiser un peu sur les vaisseaux, je te propose qu'on rentre un peu plus dans l'aventure et dans l'exploration. Mais pour bien explorer et bien utiliser un vaisseau, il faut un bon équipage. Ouais. Alors c'est ça qui va être peut-être compliqué pour vos joueurs là, entre autres. La première fois, c'est que ils vont devoir un peu laisser au vestiaire leur classe de personnage pour se concentrer plutôt sur les qualités de leur perso. Ça veut dire les points de compétences qu'ils ont attribués, leurs caractéristiques éventuellement, puisqu'en fait un vaisseau fonctionne avec différents rôles à l'intérieur. On va trouver comme rôle, il y a 2 rôles qui sont très très simples. Le premier, c'est le capitaine du vaisseau. Qu'est-ce qu'il fait le capitaine du vaisseau ? C'est quoi son rôle ? Alors honnêtement, pensez au capitaine dans Star Trek. C'est-à-dire que vous voyez le capitaine dans Star Trek, il va pas pianoter ni rien, il va pas, c'est pas celui qui va tout décider non plus, mais ça va être celui qui va encourager l'équipe, qui va se charger éventuellement de communiquer avec l'extérieur, qui va essayer d'aider l'équipage, proposer des solutions et qui va pouvoir aider un peu chaque partie de l'équipage. Donc c'est un peu l'espèce de centre névralgique
de votre crew. Et donc c'est absolument pas le décideur, tu vois, mais par contre c'est effectivement celui qui va faire en sorte que tout ça s'amorcelle bien et que la baraque tienne un peu, en jouant un peu le rôle de milieu de terrain qui encourage et qui a un peu de recul sur la situation, là où les autres vont être un peu plus spécifiés sur leurs capacités et leurs compétences. Bah, c'est aussi avec le pilote, ce sont les seuls qui ont un rôle qui est unique. On peut pas être deux capitaines dans les règles du jeu, en tous les cas. Donc il faut bien faire attention, sachant aussi que on va avoir tendance à plutôt mettre quelqu'un qui est bon en charisme et qui est bon en compétences de bluff ou de diplomatie ou de duperie, sachant que en fait il va falloir quand même faire du roleplay autour de ça. Si tu me mets capitaine d'un vaisseau, je vais me comporter comme capitaine d'un vaisseau. Donc je vais donner des ordres à mes compagnons. Ils vont plus ou moins bien le prendre. Mais il y a un truc assez intéressant, assez rigolo à endosser un rôle sur le vaisseau et à continuer à l'endosser une fois que vous êtes sorti du vaisseau, parce que être un capitaine, c'est rigolo. Effectivement. Mais c'est pour ça que je vous disais de penser au capitaine de Star Trek, parce que moi c'est ce que je ressens en lisant les descriptions et les trucs comme ça, c'est que on est vraiment dans cet exemple du gars qui enfin je dis du gars du personnage en tout cas qui va être un peu l'espèce de tête du vaisseau, mais je dis pas que les autres sont pas intelligents, parce que les autres vont être capables d'apporter énormément de choses, d'avoir les bonnes idées et les choses comme ça, mais c'est le capitaine qui a l'espèce de décision finale et Exact. qui va être le porte-garant de l'équipage et du crew. C'est lui qui va en être la voix et c'est lui qui va en être le moteur, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Voilà. Ensuite, on a le pilote. Je comprends pas ce que ça veut dire pilote. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah bon, tu comprends pas? Bah en fait, le pilote, c'est celui qui va calculer la trajectoire du vaisseau, il va aller aux commandes, c'est lui qui va charger des mouvements où il va devoir manœuvrer le vaisseau. Donc bon, en temps normal, ça se passe plutôt pas trop mal, mais effectivement, en situation de combat, de stress ou d'événements divers, eh ben, le pilote, c'est celui qui fait que le vaisseau avance là où on veut qu'il avance, quoi. Et là encore, une seule personne peut endosser le rôle de pilote, parce que je pense que c'est pour un souci d'équilibrage, et parce que de toute manière, les décisions ce que fait le pilote, si on était deux à le faire, ce serait un peu compliqué. Oui, je pense que c'est pour éviter ça, sachant que le capitaine, j'en ai parlé un peu, mais a un rôle d'encouragement. C'est-à-dire qu'en fait, le capitaine va pouvoir jouer, va pouvoir intervenir à chacune des phases de jeu, et une de ses capacités, justement, c'est de supporter et encourager son équipage, et du coup, potentiellement, les aider à réussir leurs tâches, en leur filant des bonus, etc., au travers de l'encouragement. Oui, bah c'est comme le bard qui file des bonus pour que les autres y réussissent leurs compétences, quoi. Concrètement, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Bon, ensuite, on a tout un tas de rôles un peu fouillis qui répondent à différents entretiens dans le vaisseau. On a le classique ingénieur qui est chargé de l'entretien. Lui, il entretient le vaisseau, hein. Voilà, c'est lui qui il bidouille les moteurs, c'est lui qui va réparer s'il y a un petit truc endommagé sur un vaisseau, il va s'occuper un peu de s'assurer que tout fonctionne bien mécaniquement dans le vaisseau et à l'extérieur du vaisseau. Voilà, je pense que c'est pas... Là, on peut avoir plusieurs ingénieurs. Par contre, quand même, si vous devenez ingénieur, il vaut mieux avoir mis des points dans la compétence ingénierie, parce que la plupart des jets vont... assez ardu quand même. Hein. Les jets qu'on va vous demander vont vous demander d'utiliser ingénierie. Or, comme beaucoup de compétences... il faut avoir au moins un rang pour pouvoir l'utiliser. Bon, bah, vous êtes bloqué si vous ne pouvez pas l'utiliser. C'est la même chose pour l'officier scientifique, qui en fait est un peu le pendant de l'ingénieur, plutôt du côté software, alors que l'ingénieur c'est du côté hardware. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'officier scientifique ? L'officier scientifique, en gros, c'est votre Spock, clairement.
Oui, c'est vrai. C'est vraiment votre Spock, c'est-à-dire que il va faire les scanners, les détecteurs, il va analyser les données, il va être capable aussi d'analyser un peu les rencontres, il va connaître euh, les espèces et les événements qu'on peut rencontrer euh, dans l'espace. Et c'est lui qui va avoir ce rôle un peu d'analyste et de conseiller sur toutes ces choses-là, donc qu'elles soient des formes de vie physiques ou alors des événements biologiques qui peuvent se passer dans le vaisseau, etc. Et puis c'est à lui de détecter s'il y a un vaisseau à proximité, s'il y a un astéroïde à proximité, si les détecteurs s'alarment, c'est lui le premier qui va en être informé, etc. Enfin, vraiment, ouais, c'est votre. Alors, si l'ingénieur, lui, il va faire des jets d'ingénierie pour pouvoir faire fonctionner ses appareils, l'officier scientifique, lui, fait des jets d'informatique pour faire fonctionner ses appareils. Donc, on est bloqué. Si on n'a pas de compétences en diplomatie bluff, on peut pas être capitaine. Pilotage, pour être pilote, c'est si on n'a pas, on peut pas le faire. Informatique ou ingénierie, si on n'a pas, on peut pas le faire. Il nous resterait quelque part le canonnier. Ah, le canonnier, lui, c'est celui qui va être au canon. Hein, vous en doutez bien. Donc lui, son but, ça va être de tirer quand il faut tirer. Hein, que ce soit des vaisseaux ou des créatures ou je ne sais quoi d'ailleurs. Donc lui, voilà, son but, c'est surtout de viser et tirer. Donc il faut qu'il ait, je pense, une bonne dextérité. Et puis voilà, c'est pas mal déjà. Mais alors pour le coup, le canonnier, il a deux manières d'utiliser son CG pour canoniser. Non, c'est pas le bon terme. Canoniser, c'est pour... ouais, bon, c'est plutôt l'église catholique. Bref, quand il canonne, en gros, soit il utilise son bonus de base à l'attaque, soit il utilise ses rangs en pilotage. Et en fonction de celui qui est le plus élevé, il peut... ça lui fait son modificateur pour pouvoir jeter ses attaques. Donc si on a des rangs en pilotage et qu'il y a déjà la place de pilote qui est prise, on peut finir canonnier. Si on est un bourrin et qu'on n'a aucune compétence, on peut finir canonnier. Mais malgré tout, si on a ni l'un ni l'autre, si on est par exemple, tu sais le mystique qu'on avait fait ensemble il y a quelques sessions, qui était télévangéliste. Bon bah lui il se retrouverait, il a pas de compétences en informatique, il a pas de compétences en ingénierie, il a pas de compétences en... Bon, son bonus de base à l'attaque est pourri, il a pas de compétences en pilotage, il est pas vraiment... Si, il aurait été charismatique, mais on va dire qu'il est pas charismatique. Il est bloqué. Et c'est pourquoi Paizo s'est rendu compte que ça avait un peu merdé leur proposition de rang, parce qu'on est quand même dans un jeu qui est de la science fantasy, et qu'à un moment donné, il va y avoir des gens qui font de la magie, et qui n'ont pas toutes ces compétences technologiques. Du coup, ils ont ajouté deux autres rôles de personnages qui sont l'officier arcanique et le premier maître. L'officier arcanique, concrètement, il va faire à peu près la même chose que l'officier scientifique, sauf que là où l'officier scientifique utilise des ordinateurs pour faire du scan, pour rebalancer les boucliers, etc., l'officier arcanique va utiliser les champs magiques pour essayer de sonder l'espace autour de lui et ajouter quelques petits bonus au vaisseau. Donc ça a permis à des personnages qui étaient plutôt tournés magie d'avoir quand même un rôle dans le vaisseau. Et puis il nous reste le premier maître. Est-ce que tu veux que j'en parle ou tu veux en parler ? Vas-y, explique-nous, hein, t'es parti, vas-y, très bien. Eh ben, le premier maître, c'est un personnage qui est assez rigolo. Si vous avez vu les épisodes les Star Trek, les films Star Trek qui avaient été relancés, c'est un peu ce à quoi me fait penser ah ça y est, j'ai oublié son nom, le mec qui a joué dans Shaun of the Dead et qui est dans les Star Trek, qui est un acteur que j'aime beaucoup. Atreyu du futur qui vous parle pour vous dire qu'il parle de Simon Pegg. Voilà. Et normalement, classiquement, on le placerait plutôt comme ingénieur, mais en fait, quand on le regarde dans les scènes, il passe plutôt son temps à courir et à essayer de fermer les valves au bon moment parce que le vaisseau est en train de péter de tous les côtés. Ça, c'est un peu l'idée qu'avait Paizo quand ils ont introduit le premier maître. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir des effets qui se combattent avec ceux de l'ingénieur. Sauf que pour le coup, il peut avoir, s'il loupe vraiment son jet, les effets peuvent être désastreux pour le vaisseau.
Mais voilà, c'est celui qui est dans la salle des machines, qui est couvert de sueur et d'huile, de vidange, et qui court pour aller essayer de modifier, ajouter une petite surcharge ici ou là. Et du coup, plutôt que d'utiliser des jets en ingénierie ou en ordinateur, en informatique comme l'officier scientifique, lui il va utiliser plutôt ses rangs en acrobatie et en athlétisme. Du coup, ça nous fait quand même 6 rôles. Normalement, vos personnages, peu importe la classe de personnage qu'ils ont, parce que je pense que vous commencez à le comprendre, la classe de personnage finalement ne compte pas tant que ça dans ces rôles-là. C'est plutôt les compétences que vous avez mises à vos personnages qui vont pouvoir déterminer si vous êtes ou non efficace dans les différents rôles que vous allez choisir. Et puis les thèmes que vous avez choisis, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes justement qui vont vous filer des bonus sur le pilotage et choses comme ça. Sachant par ailleurs que lorsqu'on passe dans le mode rencontre, donc combat spatial entre autres, mais pas que, tout le monde peut changer de rôle d'un round à un autre. C'est pas fermé, c'est pas parce que Jean-Michel a décidé qu'il allait être capitaine qu'il est obligé d'être capitaine jusqu'à sa mort. Votre pilote a un problème, il n'est pas apte à piloter, vous pouvez prendre le relais et tenter quand même de piloter, même si vous avez moins de compétences et moins de niveau en pilotage que votre camarade. Donc ces rôles-là, comme on vous l'a dit en début de l'épisode, ça veut dire qu'il faut vraiment apprendre tout un nouveau système. Il va falloir apprendre les actions qui sont associées à ces différents rôles. Donc ça, il faut que vous en discutiez avec vos joueurs en amont, savoir un peu ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent vraiment s'impliquer dans ce système de spatial que propose Starfinder. Moi j'estime que c'est essentiel parce que c'est cool en fait, ça participe du jeu. Et par ailleurs, il faut aussi que vous indiquiez bien à vos joueurs que ces rôles-là, qu'ils lisent bien le descriptif qu'on vous a décrit, pour qu'ils puissent un peu donner de la saveur à leurs actions, parce que elles sont quand même plus limitées que les actions des joueurs quand vous êtes en combat dans... Bien sûr, mais en même temps vous êtes coincé dans votre vaisseau aussi, donc vous êtes plus limité de base. Donc c'est bien de narrer un petit peu ce que vous faites, ça va faire durer les combats un peu plus longtemps, mais comme les combats peuvent être un peu chiants si on n'y met pas un peu du sien, ça permet d'avoir ce truc là quoi. Typiquement ça va demander aussi pas mal de synchronisation, c'est-à-dire que le pilotage va devoir être cohérent avec ce que vous voulez faire, c'est quand clair. vous voulez tirer avec vos tourelles et mettre le bouclier frontal en premier, etc. Enfin, il va falloir que vous coordonniez vachement pour gérer la situation, notamment si elle commence à être critique, quoi. Si on reprend l'exemple de l'astéroïde que tu avais mis où il y avait la possibilité de l'éviter ou pas, vous comprenez qu'il faudrait lui tirer dessus pour le bousiller. Si le pilote vous met derrière l'astéroïde et pas dans la bonne direction pour que vous puissiez viser l'astéroïde avec vos armes, vous avez l'air un peu bête quoi. Donc oui, il vaut mieux se coordonner. Donc c'est pour ça aussi que oui, il y a moins de choses à faire, mais par contre ça va demander quand même un peu à tout votre équipage de suivre un peu ce qui se passe, parce qu'il faut que vous agissiez ensemble pour trouver la bonne tactique, la bonne stratégie pour vous sortir de la situation. Et puis effectivement, vous ajoutez un peu de narration comme je l'ai expliqué au début, et ça devrait bien se passer, et souvent ça fait plutôt des chouettes moments en vrai. Bon voilà, on a déjà pas mal détaillé les choses. On va peut-être pouvoir passer... Mais ouais, après on rentrera dans le détail de chaque des actions qui vous sont possibles en fonction de votre rôle plutôt dans l'épisode sur les combats, puisque c'est vraiment à ce moment-là que ça va intervenir. Et pour ce premier épisode, moi je propose aussi qu'on fasse une dernière partie sur l'exploration spatiale. Comment alimenter ce qui se passe entre le point A et le point B. C'est ça en gros. C'est ça en fait, parce que globalement ça va être un peu de routine. Alors la routine, ça dépendra vraiment de votre groupe de joueurs et joueuses, parce qu'il y en a qui sont plutôt bons et qui ont une espèce d'alchimie un peu, qui vont être capables de se laisser aller un peu aux discussions et aux petites blagues entre membres de l'équipage et aux petites routines comme ça. Donc vous pouvez jouer un petit scénar un peu rigolo là-dessus. Mais vous vous doutez bien que tous vos voyages ne vont pas se passer facilement, et que vous pouvez rencontrer tout un paquet de choses. Donc tout d'abord, vous l'imaginez bien, vous pouvez faire des rencontres de divers vaisseaux. Là, ça sera à voir de qui sont ces vaisseaux. Est-ce que c'est des vaisseaux qui vous attaquent? Est-ce que c'est des vaisseaux qui sont juste là et
et vous en foutez? Est-ce que... Qui vont faire le commerce d'un Ouais, tout point à A à fait. un. Ça peut être des vaisseaux marchands, ça peut être des vaisseaux mafieux. On a parlé de l'armada autour de la station Absalom. Bah, dans l'armada, il y a aussi des vaisseaux qui stationnent autour, mais bon, c'est pas toujours joli tout ce qui s'y passe. Euh, Donc voilà, donc il y a tout ça, il y a ce côté, imaginez un peu, moi ça me fait plus penser à du Cowboy Bebop un peu, Ouais. tous ces espèces de vaisseaux autour d'une planète et tout, machin. Donc il y a déjà tout ça qui est tout à fait possible et envisageable. Et puis, bah, en dehors de ça, vous avez ce qu'on appelle des phénomènes qui peuvent se passer dans l'espace. Et je vais en énumérer certains, histoire de vous donner un peu bah, des idées peut-être de scénarios ou de choses comme ça. Donc c'est des choses qui viennent du livre, hein. Mais sachez que bah, en fait, vous êtes tout à fait libre d'inventer ce que vous voulez parce que bah, vous êtes dans l'espace en fait. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, vous n'avez pas de limite. Inventez ce qui vous fait envie et inventez ce qui vous permettra de créer des situations intéressantes dans le groupe. Et ça, en fait, essayez de penser aussi vos aventures en fonction de ça. C'est-à-dire que, je sais pas, vous avez un personnage qui peur du feu, par exemple. Et ben, créer une espèce de situation où il est perturbé par je ne sais quelle onde qui lui font voir qu'autour de lui tout est en train de brûler. Et à ce moment-là, bah, en fait, vous allez devoir gérer avec la peur de ce personnage-là, comment les autres vont réagir, est-ce que les autres vont être affectés aussi, est-ce que... Enfin, voilà. En fait, on peut imaginer tout un tas de choses, mais le but, c'est que ça fasse jouer vos joueurs, et donc du coup, que ça crée des situations intéressantes, je dirais. Donc dans les phénomènes, enfin, dans ce qui peut arriver dans un voyage, là, je vais parler d'abord des voyages classiques, donc hors drift, même si ces choses-là peuvent éventuellement se passer dans le drift, mais on fera une deuxième petite section après sur les trucs un peu plus particuliers du drift. Bah déjà, il y a tout ce qui est phénomène stellaire classique. Donc, bah, comme on le disait, hein, tout ce un astéroïde qui vole, une comète. On peut avoir aussi un nuage d'astéroïdes, voire une nuée de poussiéreuse un peu d'astéroïdes, etc., qui peuvent venir peut-être endommager le vaisseau ou endommager la lisibilité de votre pilotage. Vous pouvez faire que à l'intérieur de certains astéroïdes, il y a encore du magma, par exemple. Ce qui fait que si vous tirez dessus, bah, en fait, ça va faire une explosion de magma autour qu'il va falloir éviter sans que ça endommage le vaisseau. Je pense à... Alors, je vais peut-être spoiler un peu Outer Wilds. Ceux qui n'y ont pas joué, bouchez-vous les oreilles 2 minutes. Atelier du futur une dernière fois pour vous signaler que Outer Wilds est un jeu vidéo dans lequel vous allez explorer le système solaire environnant. Et donc que le spoil que j'annonce là est un spoil relativement mineur, qui vous permettra du coup de quand même pouvoir jouer au jeu sans vous gâcher le plaisir. Et si jamais ça vous intéresse, je vous invite vivement à jouer au jeu vidéo, qui est un jeu qui se savoure en le découvrant. Donc faites attention à ne rien vous spoiler, puisque tout l'intérêt du jeu est de le découvrir et de le comprendre de vous-même. Mais par exemple, il y a une comète de givre dans Outer Wilds. Bah ça peut être un des trucs aussi sur lequel vous pouvez jouer. Dans Star Wars, voilà, il y a un astéroïde dans lequel en fait il y a un ver géant. Enfin, voilà, et il y a plein de situations comme ça que vous pouvez imaginer juste avec un caillou qui vole dans l'espace, quoi. Oui, puis sachant qu'il y a aussi des strums, enfin, il suffit d'avoir une panne de vaisseau avec des joueurs qui sont, parce que tu me fais penser à ça avec le verre, des joueurs qui sont obligés d'atterrir sur un astéroïde en se disant que le temps qui répare, et vous mettez des Akata, puisque les Akata ont tendance à se mettre en hibernation sur les astéroïdes. Les Akata, c'est vos chiens de l'espace, les chiens du vide de l'espace qui ont tendance à transformer les gens en zombies du vide. C'est un peu vos monstres à la Alien type niveau 1, plutôt rigolo. Voilà. Ça peut être l'occasion. C'est ça. Donc ouais, au final, juste avec des astéroïdes, bah, vous pouvez jouer pas mal. Rappelez-vous qu'il existe aussi un endroit qui s'appelle la Diaspora dans l'univers de Starfinder, dans lequel il y a une ville qui se trouve au milieu de champs d'astéroïdes.
Donc ça c'est pareil, ça peut être un endroit où vos joueurs peuvent s'arrêter et vous pouvez faire une aventure en one shot autour de la diaspora. Du coup, on peut aussi imaginer que dans les astéroïdes qui traverseraient, il y ait des ruines ou des phénomènes, par exemple un signal de détresse qui serait là depuis très longtemps et qui tournerait, ou un message qui tournerait, ou une aura magique qui serait bizarre, en fonction de l'équipage que vous avez. Allez les titiller un petit peu pour susciter une curiosité. Complètement, complètement. Vous pouvez également, alors ça c'est dans le livre, c'était évoqué et je trouve que c'est une super idée, c'est que dans l'espace, il y a des bactéries dévoreuses de coques. C'est-à-dire qu'en gros, dans l'espace, il y a des petits organismes qui se sont développés en se nourrissant un peu de tout ce qu'il y avait autour, et notamment de décombres de vaisseaux et de choses comme ça. Et donc, du coup, vous pouvez arriver dans un genre de cimetière, vous passez au travers d'un cimetière de vaisseaux, et je trouve ça cool, tu vois. Et genre, une fois sorti de là, en fait, tu te rends compte qu'il y a des parties qui commencent à se désagréger dans le vaisseau. Et tu comprends pas ce que c'est. En fait, c'est des espèces de petites bactéries, petites bestioles qui commencent à grignoter la coque et que vous avez chopé en traversant ce système-là, quoi. Oui, sachant que, comme tu parles de bactéries, les règles sont assez hardcore pour les maladies dans Starfinder. C'est l'occasion du coup de les utiliser pour mettre un peu la pression sur votre équipage. Ils peuvent avoir contracté une bactérie inconnue qui serait passée par un truc inconnu. À part le système de ventilation qu'ils auraient chopé on ne sait où voilà. ou Et quoi puis que ce soit, n'oubliez pas c'est aussi complètement que envisageable. on est dans l'espace et que c'est pas un espace qui est complètement vide. Si on prend notre Terre aujourd'hui, autour de la Terre, on a déjà un niveau de déchets qui est hallucinant. Donc en fait, au-delà de l'astéroïde dans lequel il y aurait des ruines, vous pouvez tomber sur des déchets dans l'espace qui viennent se coller à votre coque. Et c'est de là que les bactéries pourraient se disperser, en fait. C'est des choses qui peuvent... Sachant que vos bactéries auraient évolué dans le ben vide et voilà, tout, ben machin, voilà. et du coup auraient des actions différentes, enfin... Ouais, je trouve l'idée hyper cool, quoi. Mm. Le côté, dans l'espace, il y a aussi des espèces de matières et de corps qui peuvent se créer, de bactéries, et du coup, tu peux développer des vrais problèmes liés à ça, quoi. Ça, j'aimais beaucoup l'idée. À côté de ça, en phénomène stellaire classique, on a aussi la couronne stellaire. Donc en fait, ça va être la chaleur que tu vas avoir auprès d'étoiles ou de soleil quand tu te rapproches trop. Ça, c'est relativement classique, mais du coup, voilà, plus tu te rapproches, plus tu vas avoir des dégâts de chaleur tous les tours qui vont être de plus en plus élevés. Il y a également un système de tempête de protons. En gros, ça va être des flux de protons émis par des étoiles en fusion qui, donc, du coup, vont émettre des grandes vagues de protons. Et en fait, matériellement, au niveau de la battle map, ça va se matérialiser par des grands rayons qui vont infliger des dégâts. Et du coup, votre vaisseau devra peut-être slalomer un peu entre eux, etc., les éviter pour pas prendre trop de dégâts. Et en fait, c'est des événements un peu naturels de l'évolution des étoiles. Pareil, idée peut-être un peu cool, où ça peut vous permettre de jouer un petit peu de manœuvrabilité de vaisseau, et de choses comme ça peut être rigolo. Surtout si vous êtes au milieu d'un conflit avec un autre vaisseau, et puis il y a ça qui arrive au milieu, enfin, voilà, vous pouvez commencer à jouer un petit peu avec ces choses-là. Ou alors on peut aussi imaginer que vous alliez à un endroit particulier dont vous avez les coordonnées, et effectivement cet endroit en fait se trouve au centre d'un événement ou de phénomènes qui vont rendre le fait de se poser compliqué. Imaginons que vous deviez atteindre une station qui a été abandonnée il y a 20 ans pour une raison X ou Y, et que personne n'est allé dessus parce que c'est très très compliqué de s'y poser parce que le territoire est super dangereux. C'est à votre pilote. Vous pouvez aussi attribuer à chacun des rôles des petits jets à faire pour aider le pilote à manœuvrer pour réussir à poser le vaisseau. C'est des choses qui sont à la fois très cinématographiques quand on y pense et qui ne rajoutent à votre scénar de base pas grand chose, si ce n'est de mettre
d'appuyer sur le fait que la destination dans laquelle il se trouve, c'est une destination qui est compliquée, qui est unique en fait, et qui est pas, c'est pas aussi facile d'y aller et de s'y arrêter. C'est pas l'entrée du donjon qui se trouve dans la forêt, quoi. Effectivement, c'est tout le genre de choses-là, n'hésitez pas à y penser, parce que ça peut créer des moments. Je pensais également aussi au champ gravitationnel, où là, du coup, en fait, ça va ralentir et les faire reculer, par exemple, de 2 cases tous les tours. Et du coup, selon la taille et l'échelle du vaisseau, ça va être plus ou moins dur de s'échapper du champ gravitationnel, hein, qui peut être déclenché par n'importe quoi. D'autant plus qu'on peut imaginer que du coup dans le champ gravitationnel ça fasse un micmac avec la gravitation du vaisseau et que du coup l'équipage soit contraint de pouvoir se stabiliser pour utiliser correctement ses outils au risque de se prendre des dégâts parce que la gravité est chelou, quoi. Ça aussi. Complètement. Bonne idée aussi. À côté de ça, on a tout ce qui est radiation possible. Donc, je pensais aux éruptions solaires. Et pareil, dans le livre, a été évoqué aussi ce qui s'appelle des orages solaires. Ça va être un peu comme des éruptions solaires, mais plutôt d'ondes radioactives qui vont venir perturber le fonctionnement du vaisseau. Il y a plein de petites idées comme ça d'événements spatiaux que vous pouvez inventer qui vont créer des situations un peu particulières dans votre équipage et votre vaisseau et qui vont être un peu cool à jouer, quoi. Oui, c'est vrai, parce que perturber le vaisseau, vous avez des règles qui déjà vous permettent de simuler les perturbations à l'intérieur du vaisseau. On parlait tout à l'heure des seuils critiques. Donc dans un combat spatial, quand votre vaisseau se prend suffisamment de dégâts pour dépasser son seuil critique, on détermine aléatoirement quel système dans le vaisseau dysfonctionne. Mais vous pouvez très bien utiliser ce système-là de dysfonctionnement de certains systèmes du vaisseau dans certains environnements. C'est-à-dire qu'avec l'orage solaire, il y aurait tout ce qui est les boucliers qui se mettraient à dysfonctionner ou les capteurs qui se mettraient à moins bien fonctionner alors que les PJ en auraient besoin après. Donc n'hésitez pas aussi à utiliser des choses qui sont normalement réservées plutôt pour le combat pour les mettre dans d'autres types de rencontres. Et puis après, vous avez plein d'autres trucs qui peuvent apparaître. Vous avez tout ce qui est ça va être plutôt du champ gravitationnel, mais tout ce qui est trou noir et peut-être trou de verre aussi. Donc du coup, ils vont se faire absorber dans le trou de verre et ils vont arriver on ne sait où. Et là, vous pouvez un peu jouer là-dessus. Je pensais à tout ce qui est nébuleuse, qui est un truc qui est très utilisé dans Star Trek pour créer des situations un peu originales. N'hésitez pas à vous en servir. Non seulement ça fait un truc très joli et tout à décrire un peu à vos joueurs et joueuses, et en plus, ça vous permet de créer des situations un peu intéressantes et originales avec vos personnages et qui peuvent vous permettre de partir dans certains délires aussi, si vous voulez pas jouer 100% sérieux et tout. Ce que fait très bien Star Trek, c'est que par moment, on part dans un truc un peu délire rigolo, mais c'est cool en fait. C'est aussi ça qui est rigolo, c'est de pouvoir jouer un peu avec les codes de tout ça pour créer des situations originales. Voilà, moi je sais que j'aime beaucoup, il y a un épisode de Star Trek Strange New World où il se retrouve à devoir à être les personnages du livre qu'un des membres lit à sa fille, et où du coup tu vois chaque personne de l'équipage qui a un rôle prédéfini de la personne dans le bouquin, et du coup il y a un côté très théâtral où ils sont habillés en chevalier et tout machin, et tout ça en fait c'est la nébuleuse qui produit ça. C'est plutôt chouette, quoi. Ça crée une situation un peu originale, un peu marrante. Si vos joueurs et joueuses aiment bien ça, ça peut changer un peu du mode classique roleplay un peu plus sérieux, quoi. Si ça vous intéresse, ces trucs qui challenge un petit peu les joueurs et qui les mettent dans des situations un peu bizarres, je vous invite à aller regarder les dernières AP, donc Adventure... ça y est, Adventure Pass. Qui sont autour de la crise du drift donc il y a 2 séries de campagnes
Drift Crashers et Drift Hackers. Et notamment dans Drift Crashers, on retrouve ce truc qui est assez intéressant à roleplayer. Je ne vous en parle pas plus parce que j'ai pas envie de spoiler, mais il y a des situations qui sont extrêmement cool en termes de jeu, et on joue justement sur cette espèce de énergie bizarre, changement de plan, des trucs de ce point de vue-là. Dans le drift, qu'est-ce qu'on a? Parce que tout ça, en fait, ça peut fonctionner à peu près partout. Mais dans le drift, qu'est-ce qu'on aurait de particulier, en fait, que tu proposerais? Et bien dans le drift, donc bon, on a déjà évoqué les espèces d'épaves de plein de choses qu'on pourrait retrouver dû au fait que, en décollant dans le drift, on absorbe ce qui peut être éventuellement autour. Et à côté de ça, on peut trouver par exemple des petites créatures. Et ça, c'est plutôt rigolo. Il y a notamment les paraphoriens, qui sont des genres de petits oiseaux un peu... comment le décrire, un peu de diamant. C'est très clair quand j'ai décrit comme ça, mais des un peu oiseaux cristallin. de diamant. Un peu, ils vont être un peu cristallins. Ils sont dans le XenoArchive 3, si tu peux regarder. Les paraphoriens. Et effectivement, c'est une espèce en fait qui va se nourrir de ce qui ressort des propulseurs du vaisseau. Et donc, du coup, en fait, tu peux avoir des nuées de ça qui vont se mettre à poursuivre ton vaisseau dans le drift. D'accord, c'est cool. Le truc plutôt cool. Sinon, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Comme au-delà de ces créatures-là, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Et bien surtout, on peut jouer sur les histoires de plans, de dimensions, et surtout de temps. Ah oui. Là, on peut commencer à jouer, c'est-à-dire qu'on peut commencer à faire peut-être du paradoxe temporel, ou du voyage dans le temps, ou un truc où en fait ils arrivent, genre ils sortent du drift, il y a eu un pépin dans le drift et tout, ils sont entrés en collision avec quelque chose, ils sont sortis du drift, et ils se retrouvent, mais je sais pas, 2 ans plus tôt, 3 ans plus tôt, peut-être même avant le drift. Oui, ça pourrait, effectivement. Mais dans ce cas-là, c'est quand ils sortent du drift. Ils pourraient aussi, peut-être, puisque tu parlais de... Ouais, mais c'est un événement qui arrive dans le drift et qui les fait sortir, et pouf, ils se retrouvent 3 ans plus tard, par exemple. En fait, effectivement, le temps peut fonctionner différemment dans le drift, donc ils peuvent aussi se heurter face à des vaisseaux qui sont là, qui datent d'il y a 50 ans, qui sont entrés dans le drift alors qu'ils ne savaient pas pourquoi, et donc cette distinction entre eux et un vaisseau ancien, ce genre de choses, ça peut être intéressant. Et puis bon, globalement, tout ce que vous pouvez imaginer de voyage dimensionnel, avec tout ce qui est bizarre de ces voyages-là, puisque comme le drift est un plan qui traverse tous les plans, et qu'il y a un peu de tous les plans qui sont dans le drift, il y a moyen de découvrir des choses intéressantes. Moi, je vous invite quand même, si vous cherchez des idées, à aller regarder du côté des manuels de Pan Escape de la 2e édition de Donjons Dragons, parce qu'en gros, le drift fonctionne un peu comme les plans éthérés, et il y avait déjà des milliards d'idées qui fourmillaient à cette époque dans cet univers-là. Donc si vous voulez créer des choses vraiment pas bizarres et focaliser votre campagne sur le drift, il y a moyen de le faire de ce point de vue-là. Et limite, on peut même imaginer des morceaux, des sortes d'îles dans le drift qui auraient trouvé leur propre autonomie, en fait, avec leur propre fonctionnement. Bien sûr. Et puis pareil, si vous êtes un peu curieux, je vous laisserai regarder dans les XenoArchive 3, il y a les dimensionnels du temps. Qui vont être comment dire, ils vont, en gros, ça va être des créatures qui vont venir peut-être ça va être des aspects astraux de créatures ou de personnes qui viendraient d'une autre époque et qui se retrouveraient un peu là comme bloquées dans un espèce de moment dans le temps. Et c'est typiquement le genre de choses qu'on peut retrouver et qu'on pourrait retrouver dans le drift. Je pensais même à un système de boucle. Ça pourrait être rigolo un peu, où en fait les joueurs se rendent compte qu'ils revivent toujours la même journée et que leur vaisseau, en fait, pour eux, n'avance pas.
tous les jours ils sont au même point. Et du coup, tu crées une espèce de boucle comme ça. Je suis encore sur mon idée de temps, mais en fait, t'as tellement de trucs à créer avec ça qui peuvent être hyper intéressantes, quoi. Mhm. Et puis ouais, après, vous pouvez faire des rencontres, je vous dis, de n'importe quelle créature, d'autres vaisseaux aussi, hein, vous pouvez croiser d'autres vaisseaux. Donc vous pouvez, en fait, ce que vous rencontrez dans le voyage classique, vous pouvez le rencontrer éventuellement dans le drift aussi, c'est tout à fait envisageable. Tu vois, tout ce qui est nébuleuse et tout, on peut imaginer un truc similaire dans le drift, il n'y a pas de problème. Grosso modo, voilà à peu près tout ce qu'on avait à vous dire sur l'exploration. Et un peu en conclusion, ouverture, en fait, sachez que dans le Galaxy Exploration Manual, donc le livre de l'exploration galactique, qui n'a pas été traduit, Qui est en anglais, qui n'est pas en version française c'est encore. ça. Enfin, encore. Qui ne sera pas en Non, version il ne sera pas française. traduit, je pense. C'est dommage, c'était un très chouette livre. Ouais, c'est un de mes bouquins préférés de Starfinder. Mais bon, on en parlera peut-être un jour en entier. C'est ça. En gros, sachez qu'il existe un moyen de générer vos propres systèmes. Donc ça, on en parlera sans doute un de ces quatre. Mais une fois que vous avez généré vos propres systèmes, il faut pousser les joueurs à explorer ces systèmes. Et là, vous entrez dans un truc à la Star Trek, puisque tu l'avais mentionné déjà. Il y a moyen de donner au rôle dans l'équipage un sens dans cette question de l'exploration. Je vais en parler très vite parce qu'on arrive quand même à plus d'1h30 de podcast et que vous êtes déjà la tête plein d'informations sur ce que vous pouvez faire avec les vaisseaux dans Starfinder. Mais en particulier, moi, ce que j'aime bien dans l'idée de pousser les joueurs à... On t'a donné un vaisseau, t'as qu'à partir dans l'espace et tu vas découvrir de nouveaux mondes. C'est que du coup, dans le Galaxy Exploration Manual, il y a un système pour essayer de faire jouer ces vaisseaux-là dans l'exploration de ces nouveaux mondes. Et c'est une exploration de nouveaux mondes, ça fonctionne un peu comme dans Mass Effect, même si dans Mass Effect c'était un peu mécanique et un peu chiant. Ça veut dire que vous pouvez pas arriver dans une galaxie comme ça, tout frais, tranquillou, comme si les GPS avaient déjà été faits. Vous avez dans un premier temps, toutes ces activités vont induire le mode d'intermède, donc ça veut dire que ça va prendre plusieurs jours à vos personnages joueurs, mais la première chose c'est déjà si vous voulez aller dans un système qui n'existe pas, d'essayer de le localiser. Donc ça, on va plutôt s'adresser à quelqu'un qui est soit le pilote, puisque c'est lui qui détermine la trajectoire, soit l'officier scientifique, puisqu'on va demander plutôt des jets d'informatique ou des jets de pilotage. Mais c'est pas tout. Une fois que vous avez estimé vous avez localisé un système dans lequel vous avez envie de naviguer, il va falloir découvrir ce système-là et pouvoir le cartographier. Pour le cartographier, il va falloir que l'officier scientifique reste dans le vaisseau et active tous les scanners. Donc, je rappelle qu'on peut être plusieurs officiers scientifiques. Donc, active tous les scanners pour pouvoir scanner le système, savoir quelles sont les planètes qui sont dedans et pouvoir les identifier. Donc là, ce qui va jouer, c'est quel scanner vous avez installé sur votre vaisseau. Est-ce que c'est des scanners portée courte ou des scanners portée longue ? Et ça me fait un peu penser à ce que dans tous les jeux d'exploration spatiale, il y a un peu ce truc-là. Mais une fois que vous avez fait ça, ensuite, il va falloir analyser les données du système. Et donc, dans ce cas-là, analyser chacune des planètes. Une fois de plus, on va retrouver l'officier scientifique qui va s'occuper de ça, mais pas que. Vous pouvez imaginer, par exemple, que l'ingénieur puisse faire des opérations pour tourner les senseurs de telle ou telle manière. Et puis après, vous pouvez faire une exploration au niveau orbital. Donc ça veut dire vous poser au niveau de l'atmosphère, ça dépend de l'atmosphère, mais là demander des jets de pilotage aux pilotes et intégrer tout ce qu'on a déjà dit de phénomènes spatiaux pour rendre les choses plus compliquées, pour être au niveau orbital et pouvoir identifier un endroit où se poser sur la planète. Après,
vous imaginez tout le reste, on s'est posé sur la planète, et là, à ce moment-là, il va falloir explorer le monde, mais c'est une autre histoire. Donc tout ça pour vous dire qu'en fonction des... que vous n'êtes pas obligé d'utiliser les vaisseaux et toutes les règles des vaisseaux uniquement pour des questions de combat contre d'autres vaisseaux ou d'autres créatures intergalactiques. Vous pouvez le faire dans d'autres cadres en respectant les rôles de chacun et en essayant de trouver aussi de quoi leur donner à manger à chaque fois. Mais je pense qu'il y a matière à développer un petit peu ce système d'analyse des galaxies et d'analyse des planètes pour donner des choses à faire à vos joueurs et pour les impliquer dans le monde que vous êtes en train de créer avec eux. Parce que si ils sont en train d'explorer un nouveau système, ils sont en train d'explorer un truc que vous avez un peu inventé. C'est ça, c'est pour ça qu'on tenait à faire cet épisode sur l'exploration spatiale avant toute chose. Yes. Parce qu'on s'est dit que si on faisait directement le combat, peut-être que ça allait forcer un peu à se dire qu'il y avait que ça. Alors qu'en fait, il y a tellement déjà d'aventures que vous pouvez faire sans même faire de combat spatial. Et voilà, et on espère que tout ça vous aura donné un peu du grain à moudre et des idées pour vos futurs scénarios de Starfinder dans l'espace. Et puis nous, on va vous laisser là, hein, je pense. Yes. On va vous dire à très vite, du coup, on revient assez vite pour faire notre deuxième épisode sur le combat spatial. Pour parler de combat spatial. Et comme ça, vous aurez toutes les clés aussi pour que vos joueurs puissent prendre un vaisseau et partir dans l'espace. Yes. Allez, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine. Ciao à tous. Salut, à bientôt. Ici Atreid, merci d'avoir écouté cet épisode. Félicitations si vous êtes arrivé jusqu'ici. Juste petite info pour vous signaler que j'ai ouvert une page Patreon entièrement gratuite dans laquelle je souhaite vous partager un peu tout ce que je fais en dehors. Donc il y aura des news du podcast, mais pas que. Donc sur cette page, je vais vous partager mes différents centres d'intérêt. L'idée, c'est de vous tenir informé de tout ce que je fais, donc que ça soit effectivement des news, des podcasts, mais pas que, aussi mes petits projets sur mon temps libre. Ça va servir un peu de blog où je vais pouvoir faire des infos audio, partager des choses que je crée, des choses dont j'ai envie de parler. Voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, la page c'est Atreid_. N'hésitez pas à me suivre, moi ça sera un plaisir de vous avoir dans mes followers. Et puis je vous remercie encore d'être arrivé jusqu'ici, je vous dis à la prochaine. Ciao!